Si vous avez l'intention de gagner une guerre, il existe une condition qui ne peut être ni contournée, ni retardée, ni compensée par l'argent. Les soldats que vous envoyez au combat doivent réellement être prêts à continuer à se battre. Or, à mesure que cette guerre se rapproche de 2026, cette volonté devient l'une des vulnérabilités les plus fragiles de la Russie. Non pas à cause d'une défaite isolée ni d'une percée spectaculaire, mais parce que quelque chose de plus discret, de plus lent et de bien plus dangereux est en train de se produire sous la surface. Tout au long des lignes de front, les combats se poursuivent. Avancées et replis redessinent la carte par petites touches constantes. Les frappes continuent de viser les infrastructures et les positions. Le matériel est détruit. Les pertes s'accumulent. Mais parallèlement à tout cela, un autre schéma commence à émerger. Les soldats russes choisissent de plus en plus de cesser complètement de se battre. Ce choix, répété des milliers de fois, façonne désormais la trajectoire de la guerre d'une manière qui ne peut être ignorée. Les guerres se terminent rarement parce qu'un camp manque d'armes. Elles se terminent lorsque l'un des camps commence à manquer de conviction. Et à l'heure actuelle, cette conviction semble s'éroder au sein des rangs russes. Malgré les assurances répétées, malgré les incitations financières, malgré une discipline stricte, de plus en plus de soldats décident que continuer le combat n'en vaut plus le prix. Cette décision n'est pas théorique, elle est mesurable. À la fin de l'année 2025, de nouvelles données publiées par le quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre ont révélé une tendance qui était largement passée sous le radar. Selon des chiffres ensuite relayés par United 24 Media, plus de 10 000 militaires russes ont été capturés depuis le début de l'invasion. Plus frappant encore, l'année 2025, à elle seule, a enregistré davantage de captures que 2022 et 2023 réunis. Autrement dit, à mesure que la guerre s'est prolongée, les redditions se sont accélérées au lieu de ralentir. Ce seul constat impose une question inconfortable. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Une partie de la réponse réside dans une initiative ukrainienne conçue non pas autour de la puissance de feu, mais autour du choix. Le programme s'appelle « Je veux vivre ». Et son objectif est simple dans son principe, mais puissant dans ses effets. Il offre aux soldats russes une voie de reddition structurée, légale et accessible, quel que soit leur lieu de déploiement. Grâce à un site internet dédié, un chatbot, des options de messagerie directe et un canal Telegram, le programme permet aux soldats d'établir un contact rapidement et discrètement. Une fois ce contact établi, les procédures sont expliquées, les attentes clarifiées et le processus commence. Il n'y a pas de message dramatique, pas d'appel idéologique. Il y a au contraire de la clarté, le respect des conventions de Genève, une détention dans des conditions décentes, des repas réguliers, des soins médicaux, la possibilité de contacter sa famille. Pour des soldats soumis à une pression constante, à des ressources limitées et à des objectifs flous, cette certitude est essentielle. Dans de nombreux cas, elle représente un traitement meilleur que celui qu'ils reçoivent au sein de leurs propres unités. Les données concernant ceux qui se rendent dressent un tableau révélateur. Environ 83% des soldats russes capturés sont des militaires du rang, des fantassins et des troupes de bas niveau qui supportent le poids des engagements répétés. Environ 13% sont des sous-officiers, seulement 3% sont des officiers. Ce déséquilibre suggère une dynamique familière. Ceux qui sont les plus proches des combats assument les risques les plus élevés, tandis que la prise de décision reste distante. Il met également en lumière l'endroit où le moral se fissure en premier. Une part notable des soldats capturés ne sont d'ailleurs pas des citoyens russes. Environ 7% sont des combattants contractuels étrangers issus de plus de 40 pays. Et de nouveaux cas apparaissent chaque semaine. Les soldats sous contrat dominent globalement les chiffres des captures, représentant environ 76%. Les personnels mobilisés constituent encore 19%, tandis que les conscrits, malgré les assurances antérieures selon lesquelles ils ne seraient pas envoyés au combat, représentent environ 5%. Cet écart entre promesses et réalité a des conséquences. Les entretiens menés après la capture révèlent un autre facteur déterminant. Près d'un soldat sur 4 déclare avoir été trompé ou contraint de rejoindre l'armée. Certains ont été informés qu'ils serviraient loin du front. D'autres se sont vus promettre des fonctions qui ne se sont jamais concrétisées.
Lorsque des individus entrent en guerre sous de faux prétextes, leur volonté d'endurer des risques prolongés s'effondre rapidement. Les données démographiques nous renforcent ce constat. Environ 40% des soldats capturés ont un casier judiciaire. Près de 38% étaient au chômage avant leur engagement. 30% n'ont pas terminé le lycée. Seuls 7% possédaient un diplôme de l'enseignement supérieur. En outre, les autorités ukrainiennes signalent que des centaines de soldats capturés souffrent de maladies chroniques. Pris dans leur ensemble, ces chiffres suggèrent une stratégie de recrutement axée moins sur la préparation que sur la vulnérabilité. Les incitations financières y jouent un rôle central. Des primes à l'engagement élevé et des salaires largement supérieurs aux revenus moyens ont été utilisés pour attirer des personnes disposant de peu d'alternatives. Pour beaucoup, l'offre semblait être une échappatoire à la difficulté. Ce qui a suivi, ce sont des expositions prolongées à des combats à haut risque avec une marge de survie extrêmement réduite. À mesure que les tensions sur le recrutement intérieur se sont accentuées, la Russie s'est de plus en plus tournée vers l'extérieur. À la mi-2025, des milliers d'annonces de recrutement étaient chaque mois destinées à des publics étrangers. Une augmentation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Les promesses étaient d'assimilaires. Une forte rémunération, des contrats et dans certains cas, une future résidence. Mais l'expérience des combattants étrangers semble particulièrement précaire. Les données indiquent que la Russie privilégie l'échange de Russes ethniques non blessés ayant passé moins de temps en captivité. Les soldats blessés et les combattants étrangers sont souvent exclus. Certains prisonniers, échangés et renvoyés en Russie, ont ensuite été redéployés et ont subi de nouvelles pertes. Pour d'autres, la reddition est devenue la seule issue viable d'un système qui n'offrait aucun chemin de retour. Sur le champ de bataille, les implications sont concrètes. Chaque soldat qui se rend représente un participant de moins aux assauts au futur, une unité de moins disponible pour exercer une pression soutenue. Les plus grands nombres de captures ont été enregistrés dans des régions où les combats ont été particulièrement intenses, notamment dans des zones de Donetsk, de Zaporijia et près de Koursk. À un niveau plus large, cette dynamique affecte déjà la capacité de la Russie à planifier sur le long terme. Un État peut compenser des pertes matérielles par la production, l'achat ou l'adaptation tactique. Il peut même, temporairement, compenser des pertes humaines par la contrainte ou par des incitations financières. Mais il ne peut pas facilement compenser une perte de confiance collective parmi ceux qui sont chargés d'exécuter les ordres. Lorsque la perspective de la reddition devient plus rationnelle que celle de l'obéissance, lorsque la survie individuelle l'emporte sur la loyauté institutionnelle, l'efficacité militaire commence à se dégrader de manière invisible mais profonde. Ce processus ne se manifeste pas toujours par des mutineries ouvertes ou des effondrements spectaculaires. Il se traduit plutôt par une baisse progressive de l'initiative, une réticence accrue à prendre des risques et une dépendance croissante à la contrainte. Ce sont précisément ces signes, difficiles à quantifier mais cumulativement dévastateurs, qui transforment une pression constante en fragilité stratégique. Ce que nous observons n'est pas un effondrement immédiat, mais un signal indiquant que la pression s'accumule plus vite que la conviction ne peut être restaurée. Un signal montrant que les incitations financières ne peuvent pas compenser indéfiniment l'épuisement, la tromperie et des pertes prolongées. Plus de 10 000 soldats ont déjà franchi ce seuil et la tendance se poursuit. Gardez une longueur d'avance sur l'actualité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce qui se produira ensuite façonnera tout ce qui suivra.